Salut les geeks lumineux, on est chez Atreid, on est dans le laboratoire secret d'Atreid en présence de Jean-Philippe. Bonjour à tous. Voilà, Jean-Philippe, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans déjà. Ça fait 20 ans, ouais, c'est ça. Et dans quelques jours 21 donc. Ouais, c'est ça. Et voilà, moi j'ai rencontré cet homme-là un jour où, au tout début de l'aventure des Mac et de la vidéo. C'était donc en 97. C'est ça. Au tout début de la société, une jeune société qui se montait. Tu étais très présent sur les. Déjà au début, c'était les tout débuts d'Internet aussi. Et tu étais déjà une référence dans les forums aussi. On avait un peu plus de temps effectivement à cette époque-là. Et du coup, c'était le temps des premières cartes Aurora, Initer. Des cartes iLink avec des ports Firewire, enfin des ports iLink pour le DV et capturer le natif en DV. Donc, voilà. Et puis après, il y a eu Final Cut, fin 99. Fin 99, début 2000, l'arrivée de Final Cut 1.0. Ouais. Et ça a un peu écrit une grande partie de l'histoire derrière. L'arrivée du G4. Tous les rebondissements qu'on connaît derrière. Ouais. Le G4 Bipro, indestructible, parmi les machines Apple qui font date. Voilà, et donc depuis ce temps-là, je suis passé de client à collaborateur. Collaborateur, partenaire. Voilà, on s'en fout. On n'a plus de qualificatif. On s'en fout un peu. On est toujours ensemble, c'est l'essentiel. Donc voilà, on est là comme promis pour parler de choses et d'autres. C'est la première vidéo d'une série qui va s'avérer être très intense et très dense. On va parler de choses de technologie dédiées au métier de la vidéo, donc plutôt à la phase post-production. C'est vrai que ça fait des années que j'ai un peu mis ça de côté, moi, dans les choses qui m'intéressent, et que je parle plutôt de caméra. Mais là, il se passe des choses en ce moment. Et Jean-Philippe et son équipe, Atreid, toujours à la pointe sur la partie post-production, sur l'intégration, la création d'infrastructures dédiées au travail de la vidéo. Donc on va vous parler dans cette première vidéo d'un truc qui me passionne, puisque moi je fantasme totalement là-dessus depuis l'arrivée du Thunderbolt, c'est-à-dire il y a combien de temps le Thunderbolt ? Thunderbolt c'était 2011 avec le Thunderbolt 1. On nous a promis de pouvoir mettre des choses au bout de ce tuyau qui permettent d'accélérer les capacités, enfin de rajouter des capacités en tous les cas, notamment à des petites stations portables, et c'est ce qu'on va faire. On va parler de ce qu'on appelle le iGPU. Le iGPU, le concept, c'est quoi? C'est de mettre une carte graphique, donc un GPU, Graphic Processor Unit, ça veut dire GPU, hein, c'est ça, dans une boîte reliée avec du Thunderbolt à un autre ordinateur, pour pouvoir accélérer en tous les cas toute la partie des rendus, toute la partie de traitement dans les logiciels comme Resolve, comme Premiere et ainsi de suite. Voilà, donc là on a une solution qui s'appelle... Alors là aujourd'hui on a choisi le Sonnet IGFX. Alors pourquoi le Sonnet IGFX? C'est parce que sur le marché, si vous cherchez un peu les boîtiers iGPU, vous verrez qu'il y a pas mal de possibilités, pas mal de produits. Mais il faut savoir qu'Intel a publié quand même une norme assez stricte pour avoir le label iGPU, parce qu'il ne suffit pas juste d'avoir un boîtier avec une connexion Thunderbolt et brancher un câble. Non, la norme iGPU chez Intel, parce qu'elle est vraiment normée, ça suppose une seule connexion entre la machine hôte, donc Mac ou PC, en tout cas ordinateur avec muni d'un port Thunderbolt 3, donc avec ce fameux connecteur USB-C, et le boîtier. Lequel boîtier ne doit pas offrir d'autres connexions possibles, donc pas d'autres ports, ne serait-ce qu'un autre port USB-C pour chaîner d'autres périphériques, parce que là on veut vraiment maximiser l'usage de la carte graphique, donc on veut absolument pas consommer de la bande passante pour d'autres périphériques, donc on dédie 100% de cette liaison Thunderbolt 3 pour un usage exclusif de la carte graphique. Idem, on ne doit pas trouver de port USB 3, de port HDMI ou DisplayPort comme on peut trouver sur d'autres produits Thunderbolt 3 qui permettent de rajouter les ports manquants sur les ordinateurs d'aujourd'hui. Donc le Sonnet respecte à 100% effectivement les règles du standard iGPU tel qu'Intel les a définies. Donc
C'est le principe du label. Hein. Voilà, un label, c'est restrictif, c'est fait pour cadrer les choses et pour éviter qu'on fasse des bêtises. Exactement, donc, et qu'on ne soit pas déçu par l'utilisation du produit. C'est comme le bio en fait, c'est ça. En fait, il faut que ça soit cultivé. Cultivé. Label IGPU, c'est quelque chose donc, qui a été créé par Intel pour éviter qu'il y ait des bêtises qui soient faites. Et la grande nouveauté, c'est que depuis le nouvel OS d'Apple, depuis High Sierra, on a la possibilité de faire du iGPU sans trop bidouiller. Alors, c'est là, aujourd'hui, on va montrer une solution où on a un petit peu bidouillé avant le début de ce live, un petit peu, mais les choses sont quand même assez bien faites aujourd'hui. Enfin, il y a très peu de manipulation à faire, mais après, dans la pratique, 2-3 interactions utilisateurs pour que ça fonctionne comme on espère que ça fonctionne. Ça va aller en s'améliorant de toute manière, puisque avec High Sierra, Apple a officiellement aussi autorisé l'utilisation de iGPU, donc ça veut dire que c'est pris en charge au sein même de l'OS. Dans un premier temps, de manière tout à fait naturelle et transparente avec les cartes graphiques AMD, puisqu'AMD, on le sait maintenant depuis quelques années, c'est un petit peu le partenaire exclusif d'Apple en matière de cartes graphiques. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de montrer que on peut aussi faire fonctionner des cartes Nvidia, qui, je sais pas, ça vous parle un peu plus pour beaucoup d'entre vous, notamment les utilisateurs de Resolve, avec ces boîtiers GPU sur Mac, parce que sous Windows, effectivement, il n'y a pas à bidouiller, c'est vrai que c'est pris en charge de manière naturelle. Un PC avec du Windows 10 et du Thunderbolt 3, on met sa carte Nvidia dans le boîtier, et globalement, ça s'arrête là. On installe les drivers Nvidia et le tour est joué. C'est assez naturel. Sur Mac, ça allait un peu moins avec Nvidia, mais c'est en train de le devenir. Et on peut supposer quand même qu'à très court terme, avec des prochaines mises à jour de High Sierra, le process va devenir de plus en plus simple. Et donc, on l'espère aussi transparent qu'avec les cartes AMD. Alors c'est moi qui ai fait la bidouille, j'ai juste suivi les instructions qu'il y avait sur le forum, il y a un forum IGPU. Il y a un forum IGPU qui est très bien fait, qui retrace toutes les expériences utilisateurs, quelles qu'elles soient, quelle que soit la plateforme, quel que soit l'ordinateur, quel que soit le type de boîtier, quel que soit le type de carte graphique. Donc il y a une multitude de combinaisons qui ont été testées et chacun raconte son expérience, positive ou négative. Et quand il y a des problèmes, généralement les solutions ou les manipulations à faire pour que ça fonctionne. Donc Emmanuel, qui effectivement n'est plus un gourou de la post-prod comme il le fut en son temps, mais on va dire qu'en 2018 il revient sur le devant de la scène de la post-prod, a suivi les instructions sur le forum IGPU, et là on se retrouve avec une solution qui fonctionne. Donc ça veut dire que voilà, c'est quand même à la portée de tous. Ça m'a pris un petit moment parce qu'il y a des petites subtilités, on est encore dans des phases où c'est pas tout à fait naturel, donc il faut installer des petits bidouillages, il faut redémarrer. Je vais vous expliquer un petit peu la procédure. En gros, une fois qu'on a installé la carte dans le châssis, il faut installer les drivers Nvidia. Ça c'est aussi la partie facile. Il faut installer les pilotes CUDA aussi, si on doit utiliser ça, notamment avec Resolve. Voilà. Et après, il y a un petit patch qu'il faut aller installer. Alors le patch, il est facile à installer, mais il y a une petite bidouille pour pouvoir donner l'autorisation au patch d'aller activer certaines choses assez profondes dans l'OS. Il faut redémarrer son Mac en mode recovery, taper une toute petite ligne de commande qui est assez simple pour désactiver la protection qui empêche en fait d'installer certaines choses au niveau de l'OS, au niveau du noyau. On redémarre et après là ça marche presque. Il y a une petite dernière étape parce qu'on en est là au moment où on fait la vidéo, mais je pense que s'il y a des gens qui regardent la vidéo pas au moment où on l'a fait, mais dans quelques semaines, et je pense que cette phase-là ne sera plus d'actualité avec les prochaines mises à jour. Il faut démarrer sans le iGPU activé, le brancher une fois que l'ordinateur a une session ouverte, se déloguer, sortir de la session, se reloguer, et là, tout fonctionne. C'est ça, en gros c'est ça. Alors vous étonnez pas, ça peut passer avec un écran noir pendant quelques secondes, donc c'est normal. Carrés verts, jaunes, l'OS détecte qu'il y a quelque chose de nouveau et donc opère la bascule et prend en compte le nouveau périphérique graphique disponible en externe, et l'affichage retrouve vie, et à partir de là la carte graphique est reconnue par les logiciels qui seront en mesure de l'exploiter. Alors là, ce qu'on va vous montrer par contre,
C'est pas du iGPU avec moniteur connecté sur la carte dans le boîtier, c'est-à-dire que la carte deviendrait la carte graphique principale et y compris celle intégrée dans le MacBook Pro. Là, l'objectif, c'est de montrer uniquement l'aspect purement traitement externalisé avec un logiciel comme Resolve qui, lui, sait gérer distinctement une carte qui gère l'affichage et donc le ou les moniteurs de l'ordinateur et une carte qui est exclusivement dédiée au traitement, donc pour tout ce qui est traitement en temps réel des effets colorimétriques, des effets de flou, des FX, principal, le processing, où on veut justement apporter ce plus de performance qu'on n'a pas sur la machine, notamment lorsqu'on travaille sur des très hautes résolutions, des fichiers 4K ou supérieurs, où là effectivement un MacBook Pro par définition n'est pas en mesure de le faire. L'intérêt de cette solution, c'est justement d'arriver à manipuler des fichiers de ce genre-là sans mettre à genoux sa machine, vu qu'on va avoir l'assistance de la carte graphique pour tous les traitements complexes qui requièrent de la puissance. Alors, monsieur nous a fait un petit test pour voir comment ça marchait. J'ai fait une petite comparaison avec et sans. J'ai pris un fichier, donc mon fichier source, c'est un fichier qui est en résolution 4K, en Ultra HD, je devrais dire même, en 3840 par 2160, avec le GH5 en log, donc qui est un fichier qui est en H264, sachant que le H264 est un codec qui est à la fois très léger en termes de poids de fichier, mais qui est compliqué à décoder. C'est du 10 bits, c'est du 10 bits 422. Donc le plus complexe qu'on peut faire avec le GH5. Sur un fichier qui a 400 mégabits. Voilà, il est sur le SSD interne, qui a des jolies performances sur ce MacBook Pro. Et l'idée, c'est de voir, donc j'ai rajouté plein de couches, du blur, du denoising, des trucs que Resolve, on sait que c'est très gourmand en termes de ressources. Et j'ai fait un petit comparatif donc, de playback pour voir si on pouvait avoir du temps réel. Donc avec le iGPU, donc avec cette carte-là qui est une petite AXP, de chez Nvidia. On arrive à avoir, donc j'ai tourné à 24 images par seconde et j'ai 24 images par seconde au bout de 2-3 secondes, une fois qu'on a ça c'est toujours classique petit temps de buffering quand on lance le play. Et par contre, quand je désactive pour voir ce qu'on a avec les performances de la carte interne, qui est pourtant pas ridicule, qui est le haut de gamme de ce qu'on peut trouver sur ce genre de mobile, là je descends à 6 à 7 images par seconde. Et la machine souffle, ventile, turbine, et c'est pas bon pour l'utiliser dans ces conditions-là. J'ai fait les mêmes tests aussi pour regarder ce que ça donnait quand on lance des rendus pour faire des exports, donc pour partir de ce fichier 4K à travers tout mon process et sortir un fichier HD en H264 avec la meilleure qualité possible, avec tous les réglages de rendu qui sont en haute qualité. Là pareil, on est proche du temps réel, on est aux alentours de 22 images par seconde avec le iGPU, et quand je déconnecte le iGPU, on descend à 5-6 images par seconde. Voilà. Moi je trouve ça absolument génial, parce que c'est vraiment le début d'une nouvelle ère qui s'ouvre. Ça ouvre, oui, des choses intéressantes, et y compris, là on le montre aujourd'hui avec un MacBook Pro, parce qu'effectivement le MacBook Pro est limité de par son facteur de forme très mince et des processeurs donc qui ne peuvent pas être super performants en raison de la dissipation thermique et la consommation. Mais si on extrapole un petit peu plus avec des choses qui arrivent, qu'Apple a annoncé, donc notamment l'iMac Pro, qui va arriver incessamment sous peu, d'ici une quinzaine de jours, rien n'empêche d'imaginer ce scénario où on veut toujours plus de puissance, parce que même si l'iMac Pro aura une carte graphique évidemment haute performance avec les Radeon Pro Vega, ça restera qu'une seule carte graphique. Rien n'empêche d'imaginer, et on fera évidemment le test, ça sera l'occasion de notre live dans le labo, avec ce même type de boîtier et une carte Radeon Vega identique à celle installée par Apple dans l'iMac Pro, de manière à travailler en double GPU, et donc de démultiplier les performances de cette machine pour la pousser vraiment dans ses retranchements. Et là on se fera plaisir, on ne mettra pas des fichiers 4K justement, puisqu'Apple vante les capacités de l'iMac Pro à lire du 8K. Et on fera le test avec des fichiers 8K, donc pour justement voir jusqu'où on peut aller en double GPU en 8K sur l'iMac Pro.
Ouais. Et puis donc ça c'est un domaine d'utilisation. Le domaine donc l'autre utilisation avec un portable, c'est intéressant. Pour les gens qui comme moi aussi ont un Mac Pro cylindre que tu adores, Jean-Philippe, Oui, que j'ai adoré. que tu as adoré, et qui veulent aussi pouvoir upgrader sans forcément tout changer leur machine, sans forcément passer sur PC parce que l'iMac ça leur plaît pas et qu'ils n'ont pas forcément envie d'attendre le prochain éventuel futur Mac Pro qui arrivera peut-être, on ne sait pas quand, c'est ça, on sait pas et quand. peut-être qu'il sera bien ou pas. En tous les cas, c'est aussi une solution qui est très intéressante, que moi je vais essayer, parce que même si ce Mac Pro était que Thunderbolt 2, on a quand même suffisamment de bandes passantes, en tous les cas, pour pouvoir soulager les GPU, pour pouvoir justement aller travailler dans Resolve ou dans d'autres logiciels, soit avec une carte Radeon, soit avec une carte Nvidia. Voilà. Oui, puis l'intérêt du Mac Pro quand même, parce que même si c'est pas ma machine de prédilection, il y a quand même des choses qui étaient bien pensées quand même sur cette machine, à savoir la présence de 3 bus Thunderbolt. Donc même si, comme Emmanuel l'a souligné, c'est du Thunderbolt 2, donc à 20 gigabits de bande passante, on a 3 fois 20 gigabits. Donc ça veut dire qu'on peut s'amuser, en tout cas on verra si on s'amuse ou si on fait le test vraiment. On va s'amuser. On va s'amuser. De brancher 2 boîtiers avec 2 GPU, chacun sur des bus différents, donc qui fonctionneront à plein débit. Et en parallèle, se garder quand même le 3e bus pour mettre un stockage performant également. Comme un petit stockage comme on a ici, brancher un écran. Un petit stockage 6 big LaCie, qui permet, alors lui aussi est Thunderbolt 3, mais qui fonctionne de manière transparente avec le petit adaptateur Apple, Thunderbolt 3 vers 2, et qui, au niveau de ses perfs, fonctionnera à plein débit sur un ancien Mac Pro. Je dis ancien parce qu'il date de 2013, donc on peut dire que ça commence à être ancien. Fin 2013. Voilà, fin 2013. On est fin 2017, donc bon, quand même, 4 ans en informatique. Il est toujours au catalogue. Ça commence à être ancien. On peut lui donner le terme ancien. Donc ça permet quand même, malgré tout, sur cette ancienne machine, de brancher quand même pas mal de choses et d'exploiter chaque périphérique à son maximum de performance. Donc on vous promet, on fera l'essai tel qu'on vient de le décrire pour voir jusqu'où on peut aller et encore faire vivre peut-être encore quelques années cette machine sur pas mal de workflows. Donc c'est des solutions qui sont intéressantes pour tous les métiers comme les DIT, qui vont être vraiment friands de ce genre de choses et qui utilisent déjà ce genre de choses, mais qui ont dû beaucoup plus bidouiller puisque c'était pas du tout reconnu sous la précédente version de macOS. Oui, là c'était carrément du bricolage de très haute volée sous Sierra. Rentrer dans le donc BIOS ça c'était quelque chose qu'on recommandait pas, parce que beaucoup de bricolage est surtout très fragile et très crachogène. Crachogène, c'est plus plantogène, là c'est crachogène. Donc ça c'est une première solution de faire upgrader une machine un peu obsolète. On a parlé du Mac Pro 2013, on peut aussi parler de certains iMac. De certains iMac, absolument. Et même des anciens MacBook Pro, même en Thunderbolt. Je vais faire le test, moi j'ai un Retina 2012, on va voir. La seule limitation sur ces anciennes machines, ça sera la présence d'un unique bus Thunderbolt, donc ce qui veut dire que si vous branchez un boîtier GPU et que vous branchez en parallèle ou en simultané un disque dur performant au débit, il y aura partage de la bande passante, donc il faut voir quel niveau de dégradation et qu'est-ce qu'on arrivera à maintenir en performance, puisque on sera forcément obligé de brancher un disque externe sur un MacBook Pro Retina génération précédente, de par la taille des fichiers. Donc à voir, mais ça vaut le coup d'être essayé pour voir justement jusqu'où on peut aller encore avec ces machines-là. Donc la conclusion c'est quoi? C'est que 6 ans après le lancement du Thunderbolt, on arrive à avoir quand même des choses qui sont... Le début des promesses... Les débuts des promesses commencent à être tenues, on a des choses qui commencent à être excitantes et intéressantes. Moi personnellement, je rêve d'une solution totalement modulaire, basée sur un MacBook Pro, enfin un laptop en tous les cas, que je puisse trimballer partout et que quand j'arrive chez moi, je le branche uniquement à un petit tuyau et qu'après ça devient une station ultra puissante et confortable pour travailler. On n'en est pas loin. On s'en rapproche et effectivement, en tout cas Apple semble aller vraiment dans cette direction-là. Alors Apple et les partenaires, puisque effectivement Apple vient juste donner un signe avec High Sierra, le fait d'autoriser, de reconnaître cette possibilité, en tout cas de ne plus l'empêcher comme c'était le cas avec les OS précédents, donc on va dire que c'est un signe positif. Et on espère qu'ils vont continuer dans cette voie-là et rendre l'expérience
encore plus, je dirais, simple et efficace pour l'utilisateur final. Puisque au final, ce qu'on recherche, c'est, si vous êtes encore, et si vous restez sur Mac, c'est justement d'avoir cette simplicité, comme l'a souligné Emmanuel, brancher un seul câble et que derrière, et ben voilà, tout est disponible et tout fonctionne. C'est ça aussi un peu la volonté et l'idée derrière macOS. D'accord, super. Et ben voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Il va y en avoir d'autres. Restez connectés sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à la page. Justement, par rapport à ces vidéos, comme l'a dit Emmanuel, ça va devenir un rendez-vous effectivement fréquent et récurrent. Et en 2018, on va effectivement, on va ouvrir une chaîne YouTube ou Vimeo, on verra quel est le support le plus adapté, approprié, sur lequel on aura des vidéos labo de tests produits, tests de technologie, maquettes, workflow, mais également aussi des reportages chez certains de nos clients sur la partie infrastructure, parce qu'effectivement c'est quand même quelque chose aussi d'important, et c'est une activité essentielle chez Atreides depuis de nombreuses années. Quand je dis infrastructure, c'est tout ce qui concerne la partie stockage collaboratif, gestion des médias, donc asset management, stockage des médias, sécurisation des médias, donc tout ce qui est stockage nearline, cloud, stockage sur bande, stockage objet, toutes ces technologies qui sont là pour vous aider à organiser des quantités de médias toujours plus nombreuses, toujours plus lourdes et qui requièrent des solutions modernes, intelligentes et performantes pour gérer leur cycle de vie dans les phases de production, de post-production et d'archivage également. Donc on va aller voir un petit peu les installations réelles que tu as faites. Là, ça sera du concret. Voilà. Ça sera du concret. On aura des clients qui vont témoigner, des clients qui sont équipés, certains avec tout ce dont on vient de parler, et vous le verrez en image, et puis vous verrez leur ressenti, leur expérience, comment leur métier a évolué avec l'installation progressivement de toutes ces technologies, les gains en productivité, en sécurité, en performance. Tous ces changements qui interviennent sur les workflows et la gestion des médias là, ces 4-5 dernières années, ou depuis que le 4K est là, depuis qu'on manipule vraiment des données très lourdes, très complexes, qui nécessitent une véritable gestion des médias. Super. Et à bientôt pour la suite alors. Voilà, rendez-vous certainement en 2018 pour la prochaine, il y a des chances. Yes. Salut les geeks lumineux. À bientôt.